Comment contraindre un occupant à quitter son territoire, notamment sur le continent? L'Ukraine a apporté une grande réponse à cette question, en opposant une défense farouche aux forces d'invasion russes, et, parfois, en lançant des contre-offensives pour reprendre ce que la Russie tente de voler. La Crimée est différente. L'Ukraine n'y combat pas directement et privilégie une stratégie plus simple. Rendre la vie tellement difficile pour les quelques 80 000 Russes qui se sont installés en Crimée qu'ils doivent partir et que Poutine perde le contrôle. Le 13 octobre, l'Ukraine a progressé dans la mise en œuvre de cette stratégie. Une énorme boule de feu a éclaté au-dessus de la Crimée alors que l'Ukraine vient de briser la colonne vertébrale de la Russie. Selon le Kiev Independent, cette boule de feu provenait de frappes de drones ukrainiens sur le principal dépôt pétrolier russe à Féodossia, en Crimée. La frappe, qui a eu lieu dans la nuit du 13 octobre, faisait partie d'une attaque plus large contre plusieurs cibles en Crimée. Et cela a provoqué un incendie si énorme que la Russie n'a pas pu dissimuler la réalité de ce qui s'est réellement passé. Et comment cet incendie aurait-il pu ne pas être massif? Selon une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine, citée par le Kiev Independent, des drones ukrainiens ont détruit de grands réservoirs de carburant dans une ville. Les drones ont frappé au moins 5 réservoirs. Un important incendie s'est déclaré sur le dépôt pétrolier, selon la source. Et nous n'avons pas à les croire sur parole. Il existe également des images qui circulent déjà sur les réseaux sociaux montrant l'ampleur de l'incendie déclenché par l'Ukraine. Une de ces vidéos a été partagée par une source inattendue. Jürgen Nodit, directeur général d'une entreprise d'éducation, affirme clairement soutenir l'Ukraine. Dans sa biographie sur X, il a partagé un clip de 5 secondes. Féodossia ne recevra pas d'essence, déclare Nodit avec joie, tout en ajoutant que le dépôt de pétrole russe avait intercepté plusieurs drones ukrainiens. On suppose que c'est une méthode pour gérer les drones. Au lieu de les abattre, interceptez-les avec les cibles visées par l'Ukraine. La séquence partagée montre un incendie féroce, provoquant d'énormes panaches de fumée s'élevant dans les airs. Cela semble aussi avoir été filmé depuis une fenêtre à Féodossia. Cela montre que la frappe ukrainienne était si forte que ses effets étaient visibles depuis la ville même. La chaîne YouTube du Sun partage aussi d'autres images, dont le clip de 5 secondes diffusé par Nodit sur X. Le Sun propose aussi une seconde vidéo, visiblement filmée au téléphone, montrant la même scène. Le dépôt pétrolier de Féodossia brûle. La fumée monte dans le ciel. Nous avons mentionné plus tôt que la Russie fait de son mieux pour dissimuler des incidents comme celui-ci. Elle ne peut pas réussir avec ce qui vient de se passer à Féodossia. Pour aggraver la situation de la Russie, la frappe du 13 octobre est l'une de celles qu'elle aurait dû voir venir. Au minimum, la Russie aurait dû installer davantage de défenses aériennes capables d'abattre des drones sur le dépôt. La Russie avait été prévenue, mais l'Ukraine ne l'a pas informée du ciblage du dépôt, non par ses paroles, mais oui par ses actes, car le 13 octobre n'est qu'une des nombreuses frappes récentes contre le dépôt. Le canal Telegram Vent de Crimée signale que l'Ukraine a frappé pour la 2e fois en une semaine le dépôt de pétrole de Féodossia. Vers minuit, le terminal pétrolier maritime de Féodossia a de nouveau pris feu en 7 jours, selon le canal. Il ajoute aussi des détails sur l'ampleur de l'incendie. Le dépôt de pétrole en feu à Féodossia est visible depuis l'espace, selon le groupe de surveillance du vent de Crimée et des images satellites. L'incendie est impressionnant. Les signatures thermiques révèlent apparemment des panaches d'air brûlant sur la ville et la mer. Nous avons confirmé son ampleur. Apparemment, il était assez grand pour être visible depuis l'espace, 2 fois en une semaine. Mais cela restait insuffisant pour l'Ukraine, souligne Euromaidan Press dans son rapport sur la frappe du 13 octobre. C'est la 3e attaque récente de l'Ukraine contre ce dépôt. Au-delà des 2 frappes d'octobre, il y en a eu une autre, le 29 septembre. Il est également noté que la 2e frappe sur le dépôt de Féodossia semble avoir été programmée pour coïncider avec l'anniversaire de Vladimir Poutine. Ce qui est une tentative claire de l'Ukraine d'envoyer un message. Le pétrole brûle en Crimée et il semble que Poutine ne puisse rien y faire. S'il y avait eu une solution, la Russie aurait empêché l'Ukraine de frapper le dépôt 3 fois en 2 semaines. Chacune de ces frappes a été un succès, chacune érodant progressivement la situation. Concernant les réserves de carburant stockées au dépôt de Féodossia, Euromaidan Press indique que le dépôt abritait 34 réservoirs de carburant avant que l'Ukraine lance sa campagne ciblée. Il n'en reste que 22, et il est probable que l'Ukraine ciblera à nouveau le dépôt bientôt. Pourquoi ne pas le faire? La frappe du 13 octobre a détruit 5 des réservoirs, ce qui signifie que les 2 frappes précédentes en avaient détruit 7 au total. La Russie n'a pu empêcher aucune de ces frappes. Et les réservoirs restants représentent des cibles suffisamment importantes pour que l'Ukraine pense pouvoir les frapper encore et encore. L'Ukraine grignote lentement le dépôt de Féodossia, bientôt à court de pétrole. La seule réserve à tout cela,
c'est qu'il n'y a aucune déclaration officielle de l'Ukraine confirmant qu'elle a mené cette frappe, selon le rapport de Newsweek sur l'incident. Il n'est pas rare que le service de sécurité d'Ukraine soit impliqué dans des frappes. L'organisation garde le silence sur ses méthodes face à la Russie, surtout lors de frappes majeures. Sans information officielle, la Russie a encore moins de chances de déployer les défenses aériennes nécessaires pour protéger Féodosia contre de futures attaques. L'Ukraine a déjà profité de ces défaillances à 3 reprises et elle voudra préserver toute opportunité de recommencer. Il y a au moins un certain niveau de confirmation. D'abord de la source qui s'est confiée au Kiev Independent, puis de la Russie elle-même. Au-delà de la déclaration dans laquelle la source a révélé que le service de sécurité d'Ukraine avait frappé 5 chars à Féodosia, la source a également précisé que le service de sécurité d'Ukraine était à l'origine de toute l'attaque. Le service de sécurité d'Ukraine réduit systématiquement la capacité militaire, logistique et économique de l'ennemi à faire la guerre contre l'Ukraine, selon une source du Kiev Independent. C'est une autre phrase standard de l'Ukraine. Elle cible des ressources, en particulier celles liées à l'énergie, à l'intérieur de la Russie et sur les territoires occupés depuis la majeure partie de 2025. Chaque réservoir brûlé réduit les réserves de pétrole de la Russie, limitant ce qu'elle peut utiliser au front, fournir à sa population ou vendre pour financer la guerre de Poutine. Tout comme les frappes répétées sur Féodosia montrent que l'Ukraine sape progressivement l'installation, la campagne plus large montre le pays s'attaquant à une industrie pétrolière absolument vitale pour la survie de la Russie. La Russie a repris ses excuses et tactiques habituelles pour empêcher que la nouvelle de ces frappes dévastatrices n'atteigne les Russes ordinaires. À Féodosia, d'après Euromaidan Press, les frappes ukrainiennes ont perturbé les transports publics. Les services ferroviaires ont été retardés pendant plusieurs heures, et les autorités de Féodosia ont rendu le service internet indisponible le matin suivant l'attaque. Une tactique courante de la Russie consistant à limiter l'accès à internet rend plus difficile le partage d'images en temps réel d'une frappe ou de ses conséquences. Cela n'empêche pas la diffusion d'images avant la coupure, comme nous l'avons vu avec les vidéos mentionnées précédemment, et l'accès à internet est finalement rétabli, permettant à nouveau le partage. Néanmoins, tout cela fait partie de la campagne de désinformation de la Russie, qui espère ainsi dissimuler la vérité sur ce qui s'est passé à Féodosia. Une autre partie de cette campagne de désinformation est l'affirmation que nous avons déjà entendue à de nombreuses reprises. La Russie veut faire croire que l'incendie au dépôt de carburant de Féodosia n'a pas été causé par des drones. Au contraire, ces incendies se produisent parce que la Russie serait tellement efficace pour abattre les drones ukrainiens. Cela n'a jamais de sens, mais c'est tout ce qui reste à la Russie. Le ministre de Crimée nommé par la Russie, Sergueï Aksianov, a trouvé des excuses, provoquant un incendie. Aucune victime selon les informations actuelles. Tous les services concernés sont déjà sur place. Les premiers de ces rapports indiquent que la défense aérienne a abattu plus de 20 drones, a déclaré Aksianov dans un communiqué. Remarquez l'accent sur l'abattage de drones plutôt que sur les frappes directes. La Russie souhaite que les lecteurs pensent alors que les frappes de drones ukrainiens causent des dégâts à cause de débris tombants, et non parce que l'Ukraine touche ses cibles. Ce n'était évidemment pas le cas. Mais sauf si la Russie présente les succès ukrainiens comme du terrorisme, elle insistera sur l'abattage des drones plutôt que leur efficacité pour l'Ukraine. Les propos d'Aksianov confirment officiellement que l'Ukraine a détruit 5 réservoirs de carburant à Féodosia. Dire qu'un incendie s'est déclaré minimise l'ampleur du brasier visible sur les images du site. Le Kiev indépendant ajoute d'autres chiffres aux revendications d'interception de la Russie. Le ministère russe de la Défense a confirmé que l'incident à Féodosia faisait partie d'une série de frappes que la Russie aurait déjouées. Le ministère affirme que l'Ukraine a lancé 103 drones sur la Russie et les territoires occupés, tous interceptés. Près de 40 drones ont visé la Crimée, indiquant que les 20 évoqués par Aksianov ne représentent qu'une fraction d'un groupe plus vaste. Nous y reviendrons dans un instant. Concentrons-nous d'abord sur le dépôt de Féodosia, ciblé plusieurs fois par l'Ukraine ces dernières semaines. C'est le plus grand dépôt de la ville. Ses réserves de carburant s'épuisent vite. La Russie y stocke du carburant à cause des frappes ukrainiennes. Le Kiev indépendant ajoute que le dépôt est situé à environ 250 km du territoire contrôlé par l'Ukraine, ce qui le place bien à portée des drones ukrainiens, et même de certains de ses missiles longue portée. Le dépôt peut contenir jusqu'à 250 000 tonnes de carburant, dont une grande partie sert à soutenir les forces russes. Cependant, le média précise que le dépôt est aussi multifonctionnel. Il sert aussi au transbordement des produits pétroliers russes, entre navires, wagons-citernes et transports routiers. L'Ukraine n'a pas seulement détruit du carburant le 13 octobre, elle a aussi causé un incendie majeur, qui va sans doute mettre hors service un centre logistique clé à Féodosia.
Sachant que le dépôt peut contenir 250 000 tonnes de carburant, nous pouvons calculer combien la Russie a perdu à cause des frappes répétées de l'Ukraine. Nous avons mentionné plus tôt que Féodosia abrite habituellement 34 réservoirs de carburant et qu'il n'en reste plus que 22 après les 3 frappes de l'Ukraine. Chaque réservoir peut donc contenir un peu plus de 7350 tonnes de carburant. Féodosia a perdu 12 réservoirs, soit 88 235 tonnes de carburant brûlé, à cause de l'Ukraine. Ça fait beaucoup de carburant qui n'arrivera pas jusqu'aux lignes de front. Récemment, nous avons indiqué que la Russie dit avoir abattu 40 drones au-dessus de la Crimée, dont 20 à Féodosia. Le dépôt de carburant de Féodosia n'était pas la seule cible ukrainienne le 13 octobre, ce qui s'est confirmé. 2 autres sites font aussi partie de l'infrastructure énergétique russe, mais servent à d'autres usages que le dépôt de pétrole. Militani donne les détails dans un rapport du 13 octobre. Il souligne que la chaîne Telegram de renseignement, en source ouverte, Dnipro Open Source Intelligence, a révélé que l'Ukraine a également réussi à frapper 2 sous-stations électriques. La première était à Simferopol, où l'Ukraine a détruit une sous-station de 330 kV la seconde à Kaffa, de 220 kV et Poston. Le système de surveillance satellite de la National Aeronautics and Space Administration l'a confirmé selon le média. Ces sous-stations sont essentielles pour l'alimentation électrique de la Crimée occupée, selon Militani. Elles font partie de ce qu'on appelle un pont énergétique vers la Crimée. Cela inclut plusieurs lignes de transmission aérienne reliant la Crimée au Krasnodar Kraï russe via le détroit de Kertch. Ces lignes électriques sont connectées à des sous-stations en Crimée, qui distribuent l'électricité dans toute la péninsule. L'Ukraine a frappé le pétrole russe le 13 octobre et tenté de couper l'électricité en Crimée. En offrant aux citoyens un aperçu des actions de la Russie contre les Ukrainiens, c'était œil pour œil. Après tout, les attaques russes provoquent des coupures de courant dans toute l'Ukraine. Pravda a signalé ces coupures de courant le jour même où l'Ukraine a attaqué la Crimée, précisant que Donetsk et Dnipropetrovsk ont dû instaurer des coupures d'urgence contrôlées. Soumy, Poltava et Kirovograd sont également confrontés à ces coupures, tout comme Kharkiv, Tchernihiv et Zaporizhia. L'Ukraine tente de viser les Russes sans tuer de civils lors de ces frappes. Détruire les sous-stations électriques et les réserves de carburant en Crimée est un bon moyen d'y parvenir. Cela nous amène à ce que cela implique pour la suite de la guerre en Ukraine. Il serait inexact d'affirmer qu'il s'agit d'une attaque décisive de l'Ukraine, malgré l'ampleur de l'incendie provoqué. L'Ukraine mène une stratégie d'usure, et la perte de réservoirs de carburant à Féodosia s'inscrit dans un plan plus large. Cela finira par forcer Poutine à abandonner son invasion de l'Ukraine, car la Russie manque des ressources nécessaires pour achever la prise de contrôle de l'Ukraine. C'est encore plus de carburant perdu pour la Russie. Et cela arrive à un moment où la Russie ne peut vraiment pas se permettre de perdre encore plus de carburant. L'Ukraine a mené une campagne coordonnée contre le raffinage du pétrole russe et ses produits, comme l'essence et le carburant, ces derniers mois. Le 10 octobre, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, saluait les succès de l'Ukraine dans ce domaine. Syrsky a annoncé sur Facebook, le mois dernier, 70 frappes ont visé la Fédération de Russie. La production de carburant et de lubrifiants, d'explosifs et d'autres composants du complexe militaro-industriel russe est en train d'être détruite dans le pays agresseur. Le raffinage du pétrole en Russie a chuté de 21%. Ce sont les 70 frappes, entraînant une réduction de 21% du traitement du pétrole en Russie, qui inquiéteront le plus Poutine. 21% est peut-être même sous-estimé. Peu avant la publication de Syrsky sur Facebook, des rapports évoquaient que l'Ukraine avait stoppé environ 38% du raffinage du pétrole russe. Que ce soit un peu plus d'un cinquième ou presque 2/5, le chiffre est bien trop élevé pour être rassurant. Du point de vue russe, nous voyons également l'impact que ces frappes ont sur la Russie. Le Kiev indépendant a rapporté le 8 octobre que la Russie fait face à des pénuries d'essence, l'obligeant à instaurer des restrictions dans plusieurs régions. La Crimée occupée en fait partie, et nous y reviendrons dans un instant. D'autres régions connaissant d'importantes pénuries incluent Tcheliabinsk, Sverdlovsk et Toumen, qui ont toutes mis en place des plafonds de carburant. Les clients ne peuvent acheter qu'une partie de l'essence nécessaire pour remplir leurs réservoirs. CNN rapporte que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie manque actuellement d'environ 20% de l'essence nécessaire à ses besoins intérieurs. Pour revenir à la Crimée, l'Ukraine cible spécifiquement la région pour plusieurs raisons. Nous avons déjà abordé l'une de ces raisons.
L'Ukraine veut s'assurer que les citoyens russes ressentent la douleur que Poutine tente d'infliger à l'Ukraine. La Crimée est un enjeu majeur pour l'Ukraine, car les citoyens russes présents ne sont arrivés qu'en 2014 lors de l'annexion de la péninsule par la Russie. Le 13 octobre a vu la dernière tentative de l'Ukraine pour infliger cette douleur à la Russie. Cela provoquera sans doute plus de pénuries de carburant dans la péninsule déjà touchée. Le Kiev indépendant a souligné ces pénuries en Crimée dans son rapport sur la frappe ukrainienne du 6 octobre à Féodossia. Il indique qu'un média économique russe nommé Kommersant a mené une analyse approfondie de 17 000 stations-service dans tout le district fédéral sud de la Russie. La Crimée occupée, intégrée à ce district, a été fortement frappée par les pénuries d'essence. Environ 50% des stations-service en Crimée occupée et à Sébastopol ont été contraintes d'arrêter complètement leur vente à la suite des attaques répétées de l'Ukraine. Détruire de nouveaux réservoirs de carburant aggravera ce problème. La perte de carburant pour l'armée russe forcera Poutine à puiser plus dans les réserves prévues pour la population de Crimée. À mesure que ces réserves diminuent, plus de stations-service devront fermer ou imposer des restrictions plus strictes en Crimée. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle l'Ukraine cible la Crimée avec ce type d'attaque. La Crimée est une attaque cruciale pour Poutine, qui veut que la Russie garde le contrôle de la péninsule. Le maintien de ce contrôle s'explique en grande partie par les 80 000 Russes, ayant déménagé en Crimée depuis l'annexion de la péninsule par la Russie. Sans ces citoyens, Poutine aura du mal à justifier que la Crimée est russe. C'est là que réside l'ingéniosité de ce que fait l'Ukraine. En frappant régulièrement la Crimée, elle adresse un message aux personnes installées par Poutine sur la péninsule. Ils ne sont plus en sécurité, privés de carburant. La Russie a beau essayer de le cacher. Les attaques de drones ukrainiens sont rapportées en continu. Poutine paraît impuissant, même après avoir renforcé la défense aérienne en Crimée. Finalement, l'Ukraine espère que quelque chose va finir par se briser au sein de la population russe qui vit sur la péninsule. Ils pourraient vouloir retourner sur le continent russe, au moins là-bas. Ils ne seraient pas soumis à des frappes aériennes hebdomadaires contre des cibles militaires près de chez eux, et pourraient même éviter les restrictions de carburant qui sévissent en Crimée. La fuite hante désormais de nombreux Russes de Crimée, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Il a besoin que son peuple reste pour revendiquer le contrôle. L'Ukraine veut qu'il s'enfuit, et elle va continuer à frapper la Crimée jusqu'à ce qu'il le fasse. L'Ukraine souhaite actuellement que les Russes de Crimée sachent que leur temps pour partir est limité. C'est ce qu'a indiqué Refat Choubarov, président du Medjlis du peuple tatar de Crimée. Le 3 juin, Pravda a indiqué que Choubarov avait enregistré une déclaration pour les occupants russes de Crimée. Comme vous commencez déjà à le comprendre, le pont de Kertch, construit illégalement, qui relie la Crimée occupée au territoire du pays agresseur, la Russie, sera bientôt détruit, a déclaré Choubarov. Cette affirmation a suivi une frappe du 3 juin sur le pont de Kertch par le service de sécurité d'Ukraine. Choubarov a ajouté « Vous pourriez vous retrouver piégé dans une poche. Je vous recommande vivement de quitter rapidement la péninsule et de rentrer en Russie, d'où vous êtes venu illégalement en Crimée occupée. En d'autres termes, partez tant que vous le pouvez encore. » L'Ukraine détruit les chars russes par dizaines. Selon le ministère des Finances ukrainien, un nombre stupéfiant de 11 256 chars ont été détruits au 14 octobre. Mais Vladimir Poutine, dans sa grande sagesse, pensait avoir tout compris. L'Ukraine ne faisait que détruire les chars de l'ère soviétique, ceux qui étaient censés épuiser les munitions ukrainiennes, plutôt que de réellement percer ses défenses. Poutine gardait les meilleurs chars de la Russie loin de l'Ukraine. Finalement, le dirigeant russe a envoyé ses chars sur Pokrovsk, et l'Ukraine a rapidement prouvé qu'ils ne valaient pas mieux que ceux déjà perdus par la Russie. La Russie a conservé ses meilleurs chars 1 an, mais l'Ukraine les a détruits en minutes. Pendant presque 1 an, la Russie a soigneusement stocké chaque char T-90M qu'elle construisait, sachant qu'elle avait des plans spéciaux pour ces chars. David Axe, pour Euromiden Press, affirme que Poutine prévoyait une grande offensive mécanisée sur l'oblast de Donetsk avec les T-90M russes. Ces chars devaient briser la dernière résistance ukrainienne pour que la Russie prenne enfin Pokrovsk, ville logistique clé que Poutine espérait conquérir cet été. Les soldats russes ont échoué. Les T-90M devaient finir le travail, et Poutine avait toutes les raisons de croire que le T-90M était le char idéal pour enfin prendre Pokrovsk. Après tout, c'est le char de combat le plus moderne de la Russie, et il a été salué par Poutine lui-même comme le meilleur char du monde.
En juin 2023, l'agence TASS a rapporté que Poutine l'a affirmé. Le T-90 Mproriv est aujourd'hui considéré comme le meilleur char du monde. Dès qu'il approche des positions, il élimine toute chance aux autres. Il tire à plus longue portée et, plus précisément, il est aussi plus précis et possède une meilleure protection. Gardez bien cette citation en tête. L'Ukraine l'a prouvé le 9 octobre de façon dévastatrice. Les spécifications rapportées du T-90M semblent effectivement donner du crédit aux affirmations de Poutine. Army Recognition affirme que le char possède la puissance de feu que Poutine lui attribue, grâce à un canon de lisse de 125 mm, 2 à 46 4, capable de tirer à la fois des munitions standards et des missiles anti-chars guidés. Selon le type de munitions utilisées, le canon peut atteindre des cibles à une distance allant jusqu'à environ 4000 mètres, tandis que ces missiles peuvent aller encore plus loin, jusqu'à 5000 mètres, grâce à un système de guidage basé sur un faisceau laser. Ajoutez une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm. Vous avez un char capable de décimer l'infanterie et de détruire presque tous les blindés, selon la Russie. C'est aussi un char assez agile. Le T-90M atteint 372 mph et parcourt 341 miles avant de refaire le plein. La Russie peut transporter 2 réservoirs de diesel à l'arrière, facilitant le ravitaillement sur le terrain et prolongeant l'autonomie. Le système RELIKT, un blindage réactif explosif, protège l'avant et la tourelle du T-90M contre les explosions. La Russie équipe aussi le T-90M d'un blindage cunette sur la coque et l'arrière pour le protéger des grenades propulsées par roquettes. Tout cela donne un char impressionnant sur le papier. Le problème de Poutine est simple. Ce qui semble excellent sur le papier ne se révèle pas toujours performant lorsqu'il est mis à l'épreuve sur le champ de bataille. Dans le cas du T-90M, une grande puissance de feu et une protection contre les explosions ne signifient pas grand-chose lorsque l'Ukraine apporte autant de types d'armes différents au combat. Poutine pensait pourtant avoir le bon char pour attaquer à nouveau près de Pokrovsk le 9 octobre. Cette attaque verrait la Russie revenir à ses anciennes méthodes, après avoir passé l'été à envoyer de petits groupes d'infanterie, infiltrer les localités autour de Pokrovsk. La cible de la Russie, explique Axe, était le petit village de Chakova, et il avait rassemblé une force impressionnante. Le village, situé à environ 200 km au nord de Pokrovsk, devait être attaqué par 36 chars russes, dont de nombreux T-90M et des véhicules blindés de combat, en plus de 40 soldats à moto. Axe souligne que Chikova est aussi un point d'ancrage des défenses ukrainiennes, à l'est d'un saillant de 400 km percé par la Russie vers Pokrovsk. En été, la Russie visait à submerger Chikova par une attaque mécanisée pour y installer ses troupes. Après les fortifications, Chikova servirait de base pour des attaques rapprochant la Russie de Pokrovsk et facilitant son entrée. Le 9 octobre, cette force mécanisée a attaqué, avec un résultat brutal pour la Russie. L'Ukraine était prête à affronter la Russie. Le 9 octobre, Chikova abritait déjà le 225e régiment d'assaut de l'Ukraine. Des agents du tristement célèbre premier corps Azov ont rejoint leurs rangs, après avoir coordonné la reprise de plusieurs localités près de Pokrovsk en fin d'été. Depuis la Russie, ces 2 unités ont uni leurs forces pour bâtir une défense capable de repousser l'assaut mécanisé russe. L'assaut s'est déroulé par vagues, selon le premier corps Azov sur Telegram. À la suite de la bataille, le groupe a déclaré « L'ennemi a mené des actions offensives en plusieurs vagues, et depuis différentes directions. D'abord, des groupes de motards ont avancé, puis des colonnes de véhicules blindés, chars et transports de troupes avec l'infanterie. On dirait une méthode validée par Poutine. Plutôt que d'envoyer d'abord les chars et les véhicules blindés, la Russie a envoyé ses troupes à moto vulnérables pour épuiser les munitions de l'Ukraine. L'objectif était sans doute de priver les défenses ukrainiennes de munitions pour contrer les chars. Au contraire, les mines, drones et l'artillerie ont arrêté net l'assaut mécanisé russe progressant par vagues. L'Ukraine a frappé 20 véhicules russes, dont 3 chars, lors d'un bombardement défensif qui a contraint les forces russes à se replier vers Volodymyr-Ivka. Ce village, au sud de Chikova, a ensuite été attaqué toute la nuit, du 9 au 10 octobre, par des drones ukrainiens pour éliminer les survivants. Il ne restait plus de forces russes à Volodymyr-Ivka à la fin de la nuit, et les chiffres sont catastrophiques presque pour Poutine. À la fin de l'assaut, la Russie avait perdu 3 chars, 16 véhicules blindés et 41 motos. 2 autres véhicules légers ont aussi été détruits, selon le premier corps Azov. Leur type exact reste inconnu. La Russie a déjà utilisé des véhicules civils lors d'assauts contre l'Ukraine.
Axe indique dans un autre article que 90% des pertes de véhicules russes en Ukraine sont désormais des voitures civiles. Il est donc possible que certains soldats de Poutine aient eu une protection encore pire que celle offerte par les chars T-90M et les véhicules blindés, dont la Russie est si fière. Les soldats russes ont eu une très mauvaise journée le 9 octobre. Le premier corps Azov annonce 107 pertes ennemies irréversibles et 51 médicales confirmées. On peut supposer que cela signifie 107 morts et 51 blessés, ce qui représente la majorité des troupes que la Russie a envoyées à l'assaut. Tchikova Axe ajoute qu'il n'est pas clair quelles unités russes ont été dédiées à l'assaut mécanisé. Les soldats pourraient appartenir aux 5 brigades de marine envoyées par la Russie à Pakrovsk après le déploiement du premier corps Azov par l'Ukraine. Dans ce cas, les troupes russes mortes en masse lors de l'attaque de Tchikova étaient parmi les meilleures de Russie hors force spéciale. Même les meilleurs soldats russes sont limités si leurs chars ne sont pas aussi performants que le dit leur dirigeant. Le 9 octobre a été une humiliation pour la Russie. Pendant des mois, la Russie a gardé ses meilleurs chars hors du combat, persuadés qu'ils étaient enfin prêts à réussir. Déployés avec d'autres blindés et des dizaines de soldats. C'était une attaque préparée depuis littéralement un an, et l'Ukraine l'a stoppée de manière dévastatrice, n'ayant besoin que de moins d'une journée pour y parvenir. Poutine a tout juste réappris une leçon précieuse le 9 octobre. L'Ukraine a toutes les réponses pour faire face aux assauts mécanisés de la Russie. Le dirigeant russe devra désormais se demander comment cela a pu arriver. La réponse tient au char qu'il a longtemps vénéré. Poutine réalise désormais que le T-90M n'est pas le char qu'il vantait. C'est en réalité une relique soviétique, remise au goût du jour, présentée comme le meilleur char du monde. Bien que les résultats prouvent qu'il ne la mérite pas, le T-90M illustre surtout l'excès de confiance de la Russie envers sa technologie dépassée. Cette confiance excessive a encore été illustrée en mai 2025. Après avoir livré de nouveaux T-90 à l'armée, Rostec, entreprise publique russe, tenait à en vanter les mérites. Le T-90M, le T-72B3M et le T-80BVM sont les véhicules russes les plus adaptés aux combats actuels, selon Vladimir Artyakov, directeur adjoint de Rostec, en mai. Ils sont parmi les meilleurs chars de série au monde selon leurs caractéristiques globales. Ce résultat vient de la coordination des développeurs, concepteurs, ingénieurs et technologues de Rostec, ainsi que des ouvriers industriels et des équipes de réparation. L'exagération autour du T-90M se comprend. La Russie a besoin que tout le monde croie que ce char est le meilleur du monde à des fins de propagande et d'intimidation. Mais les T-72 et T-80, ces anciens chars, que l'Ukraine détruit par centaines depuis l'invasion de Poutine. Le simple fait de citer ces deux chars dans la conversation remet en question l'efficacité du T-90M, vu leur mauvaise performance en Ukraine. Le doute n'efface pas les spécifications impressionnantes du T-90M avancées par la Russie. Les performances catastrophiques du char en Ukraine transforment le doute en certitude. Les T-90M que la Russie a stockés pour son assaut à Tchikova ne sont pas les seuls qu'elle a déployés en Ukraine pendant la guerre. Ce sont simplement les plus récents, et tout comme ceux qui les ont précédés, ils ont échoué de façon spectaculaire. Cela ne devrait surprendre personne qui a décidé de regarder au-delà des spécifications russes pour découvrir ce qu'est réellement le T-90M. Le Small Wars Journal souligne des problèmes du T-90M que la Russie dissimule depuis des décennies. Oui, le char de combat ultramoderne russe a en fait plusieurs décennies. Ce n'est pas un char soviétique, car il est produit depuis 1994. Cette date indique que le T-90M existe depuis plus de 30 ans sous diverses formes. De plus, comme le note le journal, le char n'a presque jamais combattu avant l'invasion de l'Ukraine lancée par Poutine. Ce que la Russie a réellement entre les mains en Ukraine, c'est un char qui est activement testé au combat sur le sol ukrainien, un char qui échoue dans tous les domaines. L'une des rares autres fois où le T-90M a été déployé avant l'Ukraine, c'était lorsqu'il a été utilisé en Syrie, en décembre 2015, affirme le journal. L'un des 6 chars reçus par la Syrie a survécu à plusieurs attaques de missiles anti-chars guidés BGM-60 et 11 T-Tobdudbovi. Cela aurait renforcé la confiance de la Russie dans son char. Même si cela ne veut pas dire grand-chose non plus. Les BGM-71 ne sont plus des armes anti-chars récentes d'un point de vue moderne. Elles sont en service depuis 1970, ce qui les rend bien plus anciennes que le T-90M lui-même. On pourrait penser que le meilleur char russe supporterait les tirs d'une arme conçue 24 ans avant sa mise en service.
La Russie a découvert en Ukraine que le T-90M ne résiste pas aux missiles anti-chars modernes, ni aux nombreux drones ukrainiens produits depuis 2022. La conception du char russe, prétendument imbattable, présente de nombreuses faiblesses, dont une héritée du T-72. Ce char de l'époque soviétique manque de cloison séparant son équipage des munitions stockées dans le char. Sans cette cloison, l'explosion des munitions du T-72 détruit le char et son équipage. Le T-90M a aussi l'absence de cloison, la Russie optant pour un carrousel. Le char devient un piège mortel face aux armes à attaque par le dessus. L'Ukraine en a. Des drones, des missiles javelins et plusieurs autres armes anti-chars contre lesquelles le T-90M n'avait jamais été testé avant que la guerre en Ukraine ne révèle ses failles fatales. Le meilleur char du monde conserve de nombreux défauts soviétiques, responsables de nombreuses pertes. Des milliers de ses prédécesseurs plus anciens ont fini comme des carcasses en flammes sur le champ de bataille ukrainien. Ce ne sont pas seulement ces défauts structurels qui rendent le T-90M bien plus faible que la Russie ne l'affirme. Le char est également en proie à des problèmes techniques. Prenez sa tourelle par exemple. Outre sa vulnérabilité aux frappes aériennes, cette tourelle a aussi un défaut de conception notable. Forbes a révélé ce défaut en mai 2022, le nommant syndrome de la tourelle tournante. Si le T-90M est touché d'une certaine façon, sa tourelle tourne de façon incontrôlable, rendant sa puissance de feu inutile. Plusieurs exemples de ce défaut fatal ont été révélés par l'Ukraine. En janvier 2024, l'Ukraine a réussi à neutraliser un T-90M en utilisant 2 véhicules M2 Bradley, qui en théorie n'auraient pas dû pouvoir percer le blindage du T-90M. Le syndrome de la tourelle tournante a causé l'échec du char russe. Un phénomène similaire a été observé en décembre 2023 lorsqu'un des drones vu à la première personne de l'Ukraine a réussi un tir direct sur le T-90M. Cela a provoqué la rotation incontrôlée de la tourelle et la perte totale de contrôle du char par l'équipage. En mai 2024, un autre T-90M frappé par des drones vus à la première personne ukrainien a eu le même souci. Après la deuxième frappe de drone, la tourelle a tourné dans le sens horaire et, comme lors des 2 autres incidents, l'équipage russe a dû abandonner le char. Il va sans dire qu'un char censé être le meilleur que le monde ait jamais vu ne devrait pas avoir ce genre de problème technique. À quoi sert un blindage protégeant l'équipage d'un T-90M si le char devient incontrôlable ? À cause d'une sorte de défaut de conception qui aurait dû être détecté il y a des décennies. On dit bien « aurait dû ». En réalité, la Russie n'aurait jamais envisagé de chercher ce défaut. Les frappes de drones n'étaient pas envisagées lors de la production du T-90 en 1994. Et cela nous ramène au point que ce char est non seulement bien moins moderne que ce que la Russie essaie de faire croire, mais qu'il est aussi construit sur la base de conceptions soviétiques dépassées, qui ne sont pas adaptées à la guerre moderne. L'intérêt national souligne, dans un article, les nombreux échecs du T-90M avant que l'Ukraine n'en détruise plusieurs le 9 octobre. Il est indiqué que des erreurs stratégiques sont en partie responsables du fait que tant de T-90M ont été détruits alors que la Russie les déployait. En zone urbaine, le manque d'espace limite l'efficacité des chars. Cependant, ce sont surtout les nouvelles armes qui ont posé problème aux chars russes. De nouvelles menaces ont rendu certaines défenses du T-90 obsolètes. Les munitions rôdeuses, comme la lancette et les antichars à attaque par le haut, tels que le javelin américain, ont été efficaces contre le système Stora, selon le National Interest. Ajoutez les drones à cette liste. L'Ukraine l'a fait, démontrant le 9 octobre l'efficacité des drones, mines et artillerie contre les T-90M russes. Étant donné l'échec fréquent de son char le plus moderne en Ukraine, on pourrait croire que la Russie va abandonner le T-90 ce serait une erreur. La Russie ne va pas seulement continuer à miser sur ce char, elle cherche aussi à augmenter encore davantage ses stocks. Qu'elle puisse ou non, c'est autre chose. En juin, United 24 a indiqué que la Russie augmentait fortement la production du T-90. Il a cité l'équipe de renseignement sur les conflits, qui affirme cela. En 2024, la Russie a construit 280 à 300 chars, soit une hausse notable par rapport aux années précédentes. 60 à 70 T-90M ont été produits en 2022, puis 140 à 180 chars, construits par la Russie l'année suivante. Cette production de masse ne suffira pas à remplacer le grand nombre de chars perdus par la Russie en Ukraine. Nous vous avons dit dans l'introduction de cette vidéo que l'Ukraine affirme avoir détruit 11 251 chars russes. Cela représente environ 3000 par an. Donc, un calendrier de production du T-90M, qui n'en produit qu'un dixième, ne va pas inquiéter l'Ukraine. Il a été maintes fois prouvé.
notamment le 9 octobre, que l'Ukraine détruit les T-90M, aussi facilement que les anciens chars russes. Pourquoi la Russie produit-elle en masse le T-90M alors qu'il est clairement un échec? United 44 Media suggère que la Russie cherche à stocker pour l'avenir. On ne sait pas encore si cela signifie qu'elle reconstitue son stock de chars, ou si elle se prépare à un moment où elle pourra commencer à vendre le T-90M. Peut-être que les T-90M déployés par la Russie à Tikova proviennent des stocks. La Russie essaie d'économiser en raison de la combinaison des pertes de chars passées et de l'échec du pays à prendre Pokrovsk pendant l'été. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude, mais ce qui semble plus certain, c'est que la Russie pourrait avoir beaucoup de mal à vendre des T-90M après l'Ukraine. Franchement, c'était déjà assez difficile. Même avant le début de la guerre, la Russie semblait tenir un gagnant. En 2019, c'est à ce moment-là que l'Inde s'est engagée à acheter 469 T-90M dans une commande estimée à environ 2 milliards de dollars. Le coût unitaire dépasse 42 millions de dollars, expliquant pourquoi la Russie tente de produire le T-90 en masse. Vendre 280 à 300 de ces chars pour plus d'1 milliard par an serait utile, puisque Poutine dépense des milliards pour la guerre en Ukraine. Cependant, l'Inde n'était pas satisfaite des T-90 qu'elle a reçus de la Russie. En septembre 2020, le char était critiqué pour ses faibles performances. Le Global Defense Corps précise que l'armée indienne utilisait déjà en 2017 les T-90 des chars russes, un biathlon, réunissant 19 pays, que l'Inde a perdu à cause de panne de ses T-90. En 2024, le National Interest rapportait que l'Inde reconstruisait presque entièrement ses T-90 pour en faire des chars réellement utilisables dans la guerre moderne. Quelques années plus tôt, le Global Defense Corps affirmait que l'Inde renonçait au T-90 pour privilégier le char français Leclerc. Une grande partie s'est produite avant que Poutine ne lance la guerre en Ukraine. Autrement dit, le T-90M était vu comme un échec par un des principaux clients d'armes russes, bien avant qu'il ne le démontre en Ukraine. Tout cela nous ramène au 9 octobre, et à ce que l'Ukraine a accompli face à l'assaut mécanisé de la Russie. Les défauts du T-90M étaient encore apparents. Il n'a pas permis à la Russie de réussir l'assaut et s'est montré impuissant face aux drones, mines et à l'artillerie ukrainien, si bien que l'attaque a duré moins d'une journée. La Russie devrait continuer à déployer des T-90 dans de ses stocks. L'Ukraine continuera simplement à les détruire, transformant le meilleur char du monde en simple détail sur le champ de bataille. Tout espoir est perdu. C'est le message des soldats russes combattant actuellement contre l'Ukraine dans la poche d'Unikivka, oblast de Soumy. Ces troupes, affamées, manquent de ravitaillement et d'équipement. Rien de ce qu'ils peuvent faire ne pourra les sauver de l'assaut ukrainien. Et Vladimir Poutine s'en moque. Au lieu de tout faire pour sauver ses soldats à Soumy, Poutine a abandonné ses troupes. Les troupes encerclées, condamnées, ont été abandonnées à la mort dans la zone de mort ukrainienne. C'est selon Euromaidan Press, qui a publié un rapport le 12 octobre couvrant ce qui se passe à Yunakivka et comment Poutine ainsi que le reste de l'état-major militaire russe ne fait rien pour l'arrêter. Le média indique que l'Ukraine a élaboré une stratégie astucieuse contre les forces russes. Celle-ci tente de créer une zone tampon dans la région de Soumy depuis le début de l'été. Plutôt que d'affronter directement ces forces russes, l'Ukraine crée plutôt des poches de feu. Ces poches sont essentiellement des zones de destruction. Bien que ce ne soit pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre, Yunakivka est devenue une autre de ces poches de feu. Alors que l'Ukraine a encerclé les soldats russes dans ce village, il pourrait sembler logique que l'Ukraine attaque les soldats russes une fois le village encerclé. Cependant, ce n'est pas ce qu'elle fait. Selon Euromaidan Press, l'Ukraine préfère la patience et coupe toutes les routes d'approvisionnement vers Yunakivka pour empêcher la Russie de secourir ses soldats dans le village. Pas qu'elle le ferait, mais ce point sera abordé plus tard dans la vidéo. La tactique de l'Ukraine semble être de rendre fous les soldats russes encerclés, avec une stratégie qui conduit les soldats russes à tuer leurs propres camarades qui tentent de se rendre. Le désespoir règne désormais à Yunakivka. Tout cela grâce à une formule simple, comme le rapporte Euromaidan Press. Prenez les lignes de communication terrestres russes, sous contrôle de tir, isolez et affamez les Russes à Yunakivka. Puis, transformez le piège en zone mortelle, sans possibilité d'évacuation ni de rotation. C'est bien la formule? Et ça fonctionne comme dans un rêve. L'Ukraine exploite une faille majeure dans la hiérarchie militaire russe. Abandonner un territoire capturé est inenvisageable pour les commandants russes, notamment parce qu'ils devraient expliquer à Poutine ce qui s'est passé.
Piégés dans la zone de destruction d'Unikiva en Ukraine, les commandants russes refusent que leurs soldats se rendent. Ils devraient plutôt mourir, comme ils le font actuellement. Couper les lignes d'approvisionnement russes est une tactique courante des Ukrainiens, et ils l'ont beaucoup utilisée à Soumy. Le 25 août, l'Ukraine a tendu une embuscade au convoi du lieutenant-général russe Essedoula Abatchev, en route pour Soumy, afin d'organiser une offensive d'été déjà en échec. Mais il a été grièvement blessé lors d'une attaque de drones ukrainiens. Fait intéressant, l'Ukraine avait déjà détruit un pont près de Yunakivka avant cette frappe. Cela montre que la situation actuelle du village résulte de semaines d'efforts des forces ukrainiennes pour isoler les soldats russes. The Guardian ajoute que l'Ukraine a également mené des frappes contre plusieurs trains qui étaient censés approvisionner les troupes russes opérant à Soumy. Cela montre encore une stratégie intelligente pour priver les forces russes des ressources nécessaires aux assauts. Cette destruction systématique des lignes d'approvisionnement porte ses fruits à Soumy. Désormais, les soldats russes à Yunakivka en perdent le prix. Il a été mentionné plus tôt que l'Ukraine a transformé ce village en zone de mort, mais pas du genre auquel on pourrait s'attendre. Le pays a déjà évoqué par le passé des zones de mort basées sur des drones, avec la théorie selon laquelle il utilise plusieurs couches de drones pour créer des terres de personnes le long des lignes de front. En septembre, RBC Ukraine a indiqué que l'Ukraine comptait établir une zone de mort de 300 km le long du front, notamment remplie de drones. Cette zone mortelle serait à la fois un système d'alerte pour les Ukrainiens et un moyen de détruire les soldats russes, avant même qu'ils ne s'approchent du territoire qu'ils essaient de prendre. L'Ukraine semble avoir créé une version réduite de ce type de zone de mort autour de Yunakivka, alors qu'elle emploie des zones de mort ailleurs pour appuyer les assauts visant à reprendre des territoires. Celle de Yunakivka sert uniquement à empêcher la fuite des soldats piégés. Cela signifie qu'à son tour, que l'Ukraine n'a pas besoin de passer à l'attaque dans le village. Euromed en presse explique pourquoi l'Ukraine ne veut pas faire cela. L'agencement ouvert de Yunakivka, avec ses bâtiments épars et brûlés, ne procure aucune couverture ni motif pour que les Ukrainiens lancent un assaut. Ce qui ne ferait qu'entraîner des pertes, dans une bataille d'usure qui est difficilement gagnable contre un adversaire. Avec plus de troupes au sol, selon la source, l'Ukraine n'a aucun intérêt à mener un combat qui pourrait être perdu, pour reprendre son village perdu. Donc, comme mentionné précédemment, elle profite du désir russe de conserver chaque parcelle de territoire qu'elle revendique. Laissez la Russie garder Yunakivka. L'Ukraine semble dire « Pourquoi, Russie ? Les soldats sont piégés. Ils ne peuvent pas partir car les drones ukrainiens les tueront. Avec les lignes d'approvisionnement coupées, l'Ukraine n'a même pas à attaquer. L'Ukraine n'a qu'à attendre que les occupants de Yunakivka s'épuisent. Ou, peut-être plus précisément, affamer ses occupants, jusqu'à ce qu'ils n'aient d'autre choix que de se rendre ou de mourir. Euromaidan Press affirme que l'Ukraine sait qu'elle a l'avantage partout, sauf en ce qui concerne le nombre pur de soldats à Yunakivka. Il souligne également que les forces russes ont déjà tenté de sortir de Yunakivka, mais que cette tentative a été anéantie par l'Ukraine. L'Ukraine retient désormais les soldats russes, prisonniers dans le village qu'ils revendiquaient autrefois avec fierté. Ainsi, l'Ukraine peut aussi déployer ailleurs, dans la région de Soumy, les troupes prévues pour Yunakivka. Tout cela pendant que les soldats russes dans ce village attendent une aide qui n'arrivera probablement jamais. Finalement, ces troupes mourront de faim. Pour beaucoup en Ukraine, ce sera une justice poétique. Après tout, la Russie a une histoire d'utilisation de la famine, comme tactique contre l'Ukraine. La Russie ne laissait pas mourir de faim les soldats ukrainiens, mais visait les civils. En juin 2024, CNN a rapporté que des avocats spécialisés en droits de l'homme accusaient la Russie d'utiliser la famine contre les civils de Marioupol durant le siège de 85 jours en 2022. Les conclusions figuraient dans un rapport de 76 pages détaillant comment la Russie a systématiquement attaqué des biens essentiels à la survie des civils. Ces objets incluent des sous-stations électriques et des sources d'eau, cette dernière ayant constitué un problème sérieux pour les civils de Marioupol. Sans eau, ils ne pouvaient pas boire et avaient du mal à préparer de nombreux aliments de base à base de farine qui composaient leur alimentation. On pourrait dire que l'Ukraine fait goûter aux soldats russes leur propre médecine à Yunakivka. Cependant, il semble que ces soldats n'aient pas vraiment l'occasion de goûter à quoi que ce soit grâce au piège tendu par l'Ukraine. Selon Euromaidan Press, ce piège a été placé sur la route entre Yunakivka et Soudza, une autre localité de Soumy.
Les localités boisées menant à Yunikivka sont maintenant sous drone et visées par l'artillerie ukrainienne. Tout soldat russe qui tente de s'échapper de Yunikivka par l'une de ces routes ne tiendra pas longtemps. L'Ukraine sécurise également la région au sud de la route, qu'elle a déjà revendiquée, ce qui lui permet de créer des sites d'embuscade capables d'éliminer tout Russe en fuite. Finalement, le piège repose sur le contrôle. Plus l'Ukraine occupe de zones boisées autour de Yunikivka, moins la Russie a d'options pour évacuer ses soldats piégés. Il ne reste plus à l'Ukraine qu'à sécuriser et fortifier la localité voisine de Yablonivka, et le piège sera complet. Une fois cela fait, la zone de destruction deviendra inévitable. L'Ukraine n'aura jamais besoin d'attaquer Yunikivka. Elle pourra simplement attendre. Les soldats russes, sur place, seront forcés soit de se rendre, soit de tenter des évasions suicidaires. À ce stade, une question naturelle se pose. Quel est le rapport entre tout cela et le fait que Poutine abandonne ses troupes ? La réponse évidente, c'est que la Russie fait très peu pour secourir les forces de Yunikivka en Ukraine. Certes, l'Ukraine rend ce sauvetage très difficile avec son encerclement du village. La Russie ne semble même pas essayer. C'est presque comme si Poutine avait abandonné le village et les soldats à l'intérieur, comme une cause perdue, alors qu'il se concentre ailleurs à Soumy. Cependant, il y a plus. Euromaidan Press affirme. Il dit que l'Ukraine trouve de nombreuses preuves que la Russie fait peu pour aider ses soldats à Soumy, qu'ils soient à Yunikivka ou dans les zones proches que l'Ukraine est en train de nettoyer. Les Ukrainiens se sont trouvés un téléphone avec des messages et vidéos de soldats russes se plaignant de la faim, du manque de rotation et de commandants sourds à leurs appels à l'aide selon le média. Euromaidan Press révèle le contenu de certaines de ces vidéos et messages. Il indique que de nombreux soldats russes à Yunikivka parlent désormais d'attaques de drones incessantes et de commandants indifférents qui leur ordonnent de lancer des contre-attaques dans les zones environnantes. Ces contre-attaques ne fonctionnent jamais. Les soldats qui y sont envoyés reviennent rarement. La baisse des approvisionnements reste un problème majeur, déjà mentionné. Même la reddition ne semble pas possible. Le média raconte une vidéo dans laquelle 2 soldats russes tentent de quitter Yunikivka afin de se rendre aux troupes ukrainiennes. Ils n'y parviennent jamais. Alors qu'ils commencent à marcher vers les lignes ukrainiennes les mains levées, des drones russes volent au-dessus d'eux et larguent des munitions explosives pour empêcher leur reddition. C'est brutal, et c'est l'armée de Poutine. Il n'est pas surprenant que les soldats piégés à Yunikivka se sentent sans espoir. Ils sont tués pour avoir tenté de se rendre, et ce n'est pas la première fois. En octobre 2023, la British Broadcasting Corporation a rapporté que des responsables américains accusaient la Russie d'exécuter ses propres soldats s'ils tentaient de battre en retraite lors de la sanglante bataille pour Avdiivka. Lors de cette bataille, la Russie a perdu 5000 soldats, 125 blindés et l'équipement d'un bataillon entier avant la chute de la localité. Ce sont surtout les exécutions de leurs soldats qui attirent l'attention. Cela rejoint ce qui a été dit plus tôt sur le désespoir de la Russie à garder les territoires conquis. Si les commandants du pays étaient prêts à tuer leurs propres soldats en essayant de capturer une localité, il n'y a aucune chance réaliste qu'ils permettent ensuite à leurs troupes d'abandonner un village. Pour Poutine, les soldats russes sont là pour combattre et mourir. Et cela, combiné au fait que la Russie ne semble avoir aucune intention de lancer une tentative de sauvetage à Yunikivka, c'est ainsi que Poutine abandonne ses propres soldats. Cela explique comment, mais il reste une grande question à laquelle il faut répondre. Pourquoi ? La réponse pourrait être que Poutine ne se soucie tout simplement pas de ses soldats. C'est ce qu'affirme le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sybiha. En juin, Sybiha a réagi sur X à plusieurs affirmations de Poutine, dont une sur les soldats russes qui a particulièrement attiré l'attention. Parmi toutes les déclarations délirantes de Poutine aujourd'hui, celle sur le pied du soldat russe se distingue. En réalité, partout où un soldat russe va, il n'apporte que mort et destruction, a déclaré Sybiha. Poutine ne se préoccupe pas des soldats russes blessés par les drones ukrainiens. Il tue en masse son propre peuple. Il a déjà sacrifié 1 million de soldats russes dans un bain de sang insensé en Ukraine sans atteindre le moindre objectif stratégique. 1 million de soldats, 2 millions de pieds. Sybiha a réagi à une déclaration antérieure de Poutine, affirmant que tout lieu foulé par un soldat russe appartient à la Russie. Je l'ai déjà dit, les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple, s'est exclamé Poutine. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Il y a une vieille règle qui dit que partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine souligne à quel point cette affirmation est ridicule. Surtout quand tant de soldats russes meurent sur une terre qui est censée être la leur.
Et mourir, c'est bien ce que font les soldats russes. En masse, Sybiar affirme qu'1 million de Russes sont des victimes de la guerre en Ukraine, mais ce nombre a considérablement augmenté depuis. Le ministère des Finances de l'Ukraine le souligne, rapportant que la Russie a perdu 1 123 950 de ses soldats entre le début de l'invasion lancée par Poutine et le 13 octobre. Rien que le 12 octobre, 1140 soldats russes ont été sacrifiés pour l'ambition de Poutine. Et il y en aura des milliers d'autres, peut-être même des millions, à venir, puisque Poutine ne montre aucun signe d'arrêt. Le dirigeant russe est prêt à payer le prix de l'Ukraine avec le sang de ses propres soldats. Et la terrible vérité, c'est que la Russie est encore loin d'obtenir ce qu'elle veut. Selon Al Jazeera, la Russie contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien. Bien qu'une grande partie de ce territoire ait été conquise lors des premières étapes de l'invasion, même une estimation du coût de ce territoire pour la Russie reflète très mal la stratégie de Poutine. À chaque pourcent de l'Ukraine conquis, Poutine a laissé environ 56 197 soldats russes blessés, tués ou capturés. Il reste 80% de l'Ukraine à conquérir. Si la Russie affiche les mêmes chiffres pour prendre le reste de l'Ukraine, elle aura perdu encore 4 495 800 de ses soldats lorsque l'Ukraine sera entièrement sous contrôle russe. Ce n'est pas tenable, mais cela n'a aucune importance pour Poutine, car tout gain, aussi minime soit-il, vaut le sacrifice. C'est selon Politico, qui a écrit le 13 octobre, que la Russie saigne littéralement ses troupes pour ce qu'elle appelle des gains microscopiques. Au cours des 8 premiers mois de 2025 selon le média, la Russie a perdu 281 550 soldats morts, blessés ou capturés. Ce qui inquiète vraiment, c'est l'affirmation d'un rapport conjoint de Mediazona et la British Broadcasting Corporation. Cela révèle que le taux de décès par rapport aux blessés en Russie est bien pire que prévu. En raison de l'absence d'un système normal d'évacuation des blessés depuis le champ de bataille, il n'y a que 13 soldats blessés pour un mort selon le rapport. Cela indique un faible taux de survie des blessés, qui sont mal formés à la médecine tactique, et sont généralement abandonnés sans aide après avoir été blessés. L'absence de système d'évacuation des soldats en dit long sur ce qui se passe à Yunakivka. Poutine n'abandonne pas ses soldats à la mort, car la Russie ne parvient pas à percer les lignes ukrainiennes pour les récupérer, malgré la forte résistance ukrainienne. Aucune évacuation n'a lieu, parce que Poutine et ses sbires se soucient si peu de leurs soldats, qu'ils n'ont même pas pris la peine d'élaborer des plans précis pour les évacuer. Pourquoi Poutine se soucierait-il s'ils sont blessés ? Poutine peut envoyer des millions d'autres Russes au front pour remplacer ceux abandonnés. Et cette façon de penser mène à la racine de la raison pour laquelle Poutine est heureux d'abandonner les soldats piégés dans le piège ukrainien. Le président russe considère ces soldats comme rien de plus que de la chair à canon. Selon lui, les troupes piégées à Onikivka ne sont qu'une distraction pour l'Ukraine, laissant à la Russie la possibilité d'avancer ailleurs. Bien que l'Ukraine avance lentement à Onikivka, elle déploie malgré tout des soldats pour encercler la localité. L'Ukraine doit continuer d'utiliser drones et artillerie pour bloquer les routes d'évasion. L'Ukraine ne peut pas utiliser ses ressources ailleurs, dans la région de Soumy, et c'est tout ce que perçoit Poutine. Poutine se moque des troupes abandonnées qui meurent. L'important pour lui est que l'Ukraine utilise une balle ou une bombe de plus. Léon Daron a souligné dans The Spectator en octobre 2024 que Poutine traite ses soldats comme chair à canon. Il a souligné que la Russie pille les prisons et mobilise ses jeunes pour combattre en Ukraine. Sachant que beaucoup de ses envoyés ne reviendront pas, Léon Aron termine par une question. Combien de milliers ou dizaines de milliers de garçons mourront avant que la Russie ne s'oppose à la guerre ? Demande Léon Aron. Pour l'instant, aucune protestation des mères et des épouses russes n'empêchera le Kremlin de transformer des légions de leurs maris et fils en chair à canon. Les soldats à Onikivka ne sont que des numéros à ajouter à ceux que Poutine a déjà sacrifiés. Ils ont dépassé leur utilité en tant que menace offensive, alors Poutine est content de les laisser mourir. Cependant, il y a un aspect de la froideur de Poutine qu'il ignore. Abandonner des soldats sape la force de combat de la Russie. Jack Watling du Guardian l'a souligné en mars 2022, ses propos se révélant prophétiques. Le traitement impitoyable de ses propres soldats par la Russie, bien qu'il puisse être dissimulé à petite échelle, a désormais entraîné des répercussions opérationnelles, écrivait Watling. Il a ensuite souligné que Poutine et ses acolytes n'avaient pas expliqué à leurs soldats comment ils allaient mener la guerre après l'échec de l'invasion initiale. Cela a laissé la Russie avec une armée qui n'était préparée ni logistiquement ni psychologiquement à mener le type de guerre qu'elle mène actuellement.
La planification est passée à la trappe. Et la lenteur de l'avancée observée après l'invasion initiale était symptomatique d'une armée qui ne se soucie pas des personnes qui la font fonctionner. Rien n'a changé en 3 ans et demi depuis que Watling a écrit ces mots. Le rythme d'avancée de la Russie est toujours aussi lent. Elle perd plus de soldats que jamais, sans que Poutine ne semble s'en préoccuper. C'est pourquoi les troupes russes, piégées à Yunikivka, n'ont aucun espoir. La guerre de Poutine contre l'Ukraine repose sur le sacrifice de soldats pour obtenir des gains. Les soldats de Yunikivka ont fait un petit gain. Maintenant, ils paient à un prix terrible. Parce que Poutine refuse de permettre à ses soldats de faire autre chose que tenir ou combattre, même lorsqu'il sait qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, début 2022, les gouvernements, les analystes et les populations du monde entier se demandent quand et où le Kremlin pourrait frapper ensuite. La réponse est maintenant claire. La Russie ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Son président, Vladimir Poutine, vise une cible bien plus grande, l'alliance de l'OTAN elle-même. Une attaque russe contre une nation de l'OTAN est inévitable et pourrait survenir plus tôt que prévu. Selon l'un des experts en renseignement les plus expérimentés et les plus fiables de toute l'Europe, le chef des services de renseignement allemands, Martin Jäger. Jäger est un homme qui possède des années d'expérience au plus haut niveau de la politique. Il a servi au ministère fédéral des Affaires étrangères et à la chancellerie fédérale d'Allemagne, et a occupé des postes de secrétaire d'État au ministère fédéral de la coopération économique et du développement, ainsi que celui d'ambassadeur officiel en Afghanistan, en Irak et plus récemment en Ukraine. Plus tôt cette année, il a été nommé président du Service fédéral de renseignement allemand. Service fédéral de renseignement allemand, prenant officiellement ses fonctions le 15 septembre 2025, devenant ainsi la 14e personne à occuper ce poste depuis la création du Service fédéral de renseignement allemand en 1956. Quand un homme comme Jäger parle, le monde écoute. Le 13 octobre, lors de l'audition publique annuelle des présidents des services fédéraux de renseignement, au Bundestag à Berlin, Jäger a lancé un avertissement sévère et inquiétant à ses collègues du renseignement et aux parlementaires présents, sans la moindre ambiguïté. Jäger a déclaré qu'une attaque russe contre l'Europe pouvait survenir à tout moment et que l'OTAN devait être prête à réagir dès que cela se produirait. Nous ne pouvons pas rester inactifs en pensant qu'une attaque russe n'aura pas lieu avant 2029. Pour ceux qui suivent de près l'histoire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ces paroles sembleront familières. D'autres personnalités éminentes en Europe ont récemment exprimé des sentiments similaires. Plus tôt cette année, le général Alexis Grinkovitch, commandant du commandement européen des États-Unis et des forces alliées, l'Europe a prévenu que la Troisième Guerre mondiale pourrait éclater dans quelques années, suggérant que la Russie et la Chine pourraient lancer des attaques coordonnées dès 2027. Grinkovitch, comme Jäger, s'est exprimé en Allemagne en lançant son avertissement lors de la conférence de l'United States Army Europe et Africa à Wiesbaden. Il a demandé aux dirigeants militaires et de l'industrie de défense d'accroître la production et le développement d'armes dans toute l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a aussi estimé que la Russie pourrait utiliser la force militaire contre l'Alliance dans les prochaines années. S'exprimant à Chatham House au Royaume-Uni, Rutte a révélé qu'en termes de munitions, la Russie produit en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en 1 année. Et sa base industrielle de défense devrait produire cette année seulement 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles Iskander. La Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN d'ici 5 ans. Lors d'une interview au New York Times, Raut a affirmé que les Européens devront apprendre le russe s'ils n'augmentent pas leurs dépenses de défense et ne renforcent pas leurs armées, pour être prêts à dissuader ou repousser une offensive imminente du Kremlin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plusieurs fois averti d'une possible attaque russe contre un pays de l'OTAN dans les prochaines années. Zelensky estime que l'Ukraine retarde actuellement les plans de Poutine et occupe la machine de guerre du Kremlin. Si la Russie voit une occasion de tester les défenses de l'OTAN, elle la saisira, et l'OTAN doit être prête. Tous ces dirigeants expérimentés ont évoqué une possible attaque russe contre l'OTAN dans les 2 à 5 prochaines années. Mais le chef des services de renseignement allemands, Martin Jäger, s'inquiète du fait que la campagne du Kremlin est déjà en cours, déclarant « Nous sommes déjà sous le feu aujourd'hui ». Le président du service fédéral de renseignement allemand estime que la frontière entre la guerre et la paix devient de plus en plus floue,
expliquant que la Russie dissimule ses véritables intentions, mais qu'en réalité, elle teste nos frontières. L'Europe connaît au mieux une paix froide, pouvant vite tourner à la confrontation ouverte. Nous devons nous préparer à une nouvelle escalade de la situation. Les propos de Jäger font écho à ceux du chancelier allemand, Friedrich Merz, qui a déclaré le 29 septembre « Permettez-moi de le dire en une phrase. Cela peut sembler choquant au début. Nous ne sommes ni en guerre, ni en paix. » Comme Jäger, Merz affirme que bien que les troupes de l'OTAN ne combattent pas encore directement les forces russes, aucune déclaration officielle de guerre n'a été faite par les parties. La relation entre le Kremlin et l'alliance de l'OTAN ne peut plus être qualifiée de pacifique, de quelque manière que ce soit. La situation n'est sans doute pas assez grave pour parler de guerre, mais elle se trouve entre ces deux extrêmes. La Russie adopte clairement des actions sournoises, mais déterminées pour affaiblir l'OTAN, déstabiliser la démocratie européenne, diviser la société et semer peur et confusion parmi la population. Elle agit ainsi, notamment via les récentes incursions de drones russes dans l'espace aérien de l'OTAN en Pologne et en Estonie, par des cyberattaques, du sabotage et des campagnes de désinformation en ligne. Comme le souligne Jäger, Moscou utilise des méthodes bien connues, manipulation des élections et de l'opinion, propagande, provocation, désinformation, espionnage, sabotage, violation de l'espace aérien, assassinat, persécution d'opposants à l'étranger, a ajouté le chef du renseignement. Les moyens hybrides utilisés par la Russie pour y parvenir sont désormais omniprésents. La fréquence de ces incidents individuels marque un nouveau niveau de confrontation, où la Russie nous voit comme adversaires et belligérants. Il était affirmé que la Russie visait principalement l'Allemagne en Europe, étant donné que c'est la plus grande de toutes les nations de l'Union européenne, et qu'elle a joué un rôle aussi important dans le soutien à l'Ukraine tout au long de la guerre jusqu'à présent. Jäger a soutenu que la Russie est déterminée à étendre sa sphère d'influence. Pour atteindre cet objectif, la Russie n'hésitera pas à engager une confrontation militaire directe avec l'OTAN si nécessaire. Sinan Selin, président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, Office fédéral pour la protection de la Constitution, en Allemagne, approuve. Il qualifie la Russie de principal auteur dans la préparation et la mise en œuvre d'actes de sabotage en Allemagne et dans d'autres pays européens. Selin a ensuite condamné les actions de Moscou comme étant sans aucun doute agressives, offensives et de plus en plus escalatoires, ajoutant que la Russie poursuit agressivement ses ambitions politiques contre l'Allemagne, l'Union européenne et ses alliés occidentaux. Les services russes ajustent en permanence les niveaux d'escalade de leurs activités dans le but stratégique d'affaiblir les démocraties libérales. En conséquence, nous détectons un large éventail d'espionnage, de désinformation, d'ingérence, de sabotage et de cyberattaques menés par des acteurs et des États étrangers dans l'Allemagne. Il existe de nombreuses preuves pour étayer cela, les exemples les plus évidents étant les cas mentionnés précédemment de drones russes survolant l'Ukraine et pénétrant dans l'espace aérien des nations de l'OTAN. Plus particulièrement, le 10 septembre, plus de 20 drones ont traversé toute l'Ukraine et sont ensuite entrés en Pologne. Peu après, l'armée de l'air polonaise et des alliés de l'OTAN ont fait décoller des avions et abattu plusieurs drones. Le gouvernement polonais a ensuite invoqué l'article 4 du traité de l'OTAN. De nombreux dirigeants mondiaux ont exprimé leur choc et leur horreur à la suite de l'incident, et l'OTAN a réagi rapidement, en annonçant l'opération Sentinelle de l'Est le 12 septembre. Une initiative pour renforcer le flanc et de l'Alliance, avec des moyens aériens, maritimes et terrestres de plusieurs membres, a été lancée en Europe de l'Est. Le lendemain, la Roumanie a aussi dû faire décoller ses avions de chasse après la détection d'un drone dans son espace aérien. Au même moment, une attaque russe avait lieu contre des infrastructures ukrainiennes non loin de la frontière du pays. Quelques jours plus tard, un nouvel incident a eu lieu. 3 MiG-31 russes auraient pénétré l'espace aérien estonien pendant 12 minutes selon le ministère estonien des Affaires étrangères. Cette incursion a eu lieu au-dessus du golfe de Finlande, et ce n'était pas la première fois, mais en fait la 4e fois que la Russie violait l'espace aérien estonien, rien qu'en 2025. Le ministre des Affaires étrangères, déclarant que la Russie a déjà violé l'espace aérien de l'Estonie à 4 reprises cette année, ce qui est en soi inacceptable. L'incursion d'aujourd'hui avec 3 avions de chasse dans notre espace aérien est d'une audace inédite. Les responsables du Kremlin ont à plusieurs reprises soit nié toute implication dans ces incidents, soit affirmé qu'il ne s'agissait que de simples accidents ou de malentendus. De nombreux experts et dirigeants mondiaux
refuse désormais d'écouter la propagande russe, comme l'a souligné Volodymyr Zelensky, en affirmant que les militaires russes savent précisément où vont leurs drones et leur durée de vol. Les itinéraires sont toujours calculés. Cela ne peut pas être un accident, une erreur ou l'initiative de certains commandants subalternes. C'est une expansion délibérée de la guerre par la Russie. C'est ainsi qu'ils opèrent. De petits pas au début et, à la fin, de grandes pertes. D'autres incidents suspects ont aussi eu lieu récemment, avec des drones russes présumés observés au-dessus d'autres pays européens, dont l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Finlande et la Lituanie. Du 22 au 28 septembre, des drones non identifiés ont été vus chaque nuit près des aéroports civils et sites militaires en Norvège et au Danemark, forçant des aéroports majeurs comme ceux de Copenhague et d'Oslo à fermer temporairement. Pendant ce temps, en Allemagne, le 26 septembre, des rapports font état de multiples observations de drones dans l'état du Schleswig-Holstein, au nord du pays. Les autorités allemandes ont partagé leurs soupçons selon lesquels les drones pourraient être impliqués dans des activités d'espionnage. Un jour plus tard, le 27 septembre, un autre drone suspect a été aperçu près d'une centrale électrique en Finlande, près de Rovaniemi. Le même jour, 3 drones ont survolé l'aéroport de Vilnius en Lituanie, retardant plusieurs vols commerciaux. Aucune confirmation officielle n'indique que ces drones venaient en tout de Russie, ou faisaient partie de la campagne du Kremlin pour espionner ou perturber la société européenne. Le moment et la nature de l'incident sont pour le moins très suspects. Ce n'est sûrement pas une coïncidence si autant de violations de l'espace aérien et d'activités de drones inhabituelles se sont produites en si peu de temps. Beaucoup d'analystes et de dirigeants militaires estiment au contraire que tous ces événements sont liés et ramènent à un même point, Moscou. Le Kremlin ne mène pas sa guerre secrète contre l'OTAN seulement avec des drones. En regardant les 18 derniers mois, il y a également des preuves de possibles actes de sabotage russes ayant eu lieu en Allemagne même, ciblant des installations de production militaire. Entre avril 2024 et octobre 2025, 3 incidents suspects se sont tous produits. Le 3 mai 2024, un incendie a éclaté à l'usine Diel Metal Application à Berlin. L'usine produisait des missiles Iris-T pour les systèmes Surface Launched Short Range et Surface Launched Medium Range, dont plusieurs ont été envoyés à Kiev pour soutenir la défense de l'Ukraine face à la Russie. L'incendie a causé de lourds dégâts à l'usine. Les autorités allemandes n'ont pas confirmé un sabotage, mais des médias occidentaux, citant des sources anonymes, évoquent des soupçons sur une possible implication d'agents russes. Les enquêteurs et assureurs évoquaient une probable défaillance technique. Certains analystes voient dans l'incident un exemple des tentatives présumées de la Russie de perturber la production d'armes occidentales et leur livraison à l'Ukraine. En juillet 2024, les autorités allemandes et américaines ont déjoué un complot russe visant à assassiner le président directeur général de Rheinmetall, le plus grand fabricant d'armes d'Allemagne et l'un des plus importants de toute l'Europe. Produisant divers véhicules blindés de combat, transport de troupes et équipements tels que systèmes de défense anti-aérienne, navires de guerre, mortiers et canons de chars. La cible du plan d'assassinat était Armin Padperger, président du directoire de Rheinmetall, qui a eu un rôle clé pour garantir que l'Ukraine ait les armes nécessaires pour défendre son territoire et repousser les attaques russes au front. Heureusement, le complot visant à mettre fin à la vie de Padperga a été découvert et neutralisé. Cela a montré jusqu'où la Russie était prête à aller dans sa guerre de l'ombre contre l'Occident, selon un responsable de l'OTAN. Nous voyons du sabotage, des complots d'assassinat, des incendies criminels et des actes coûtant des vies humaines. Je pense que nous assistons à une campagne de sabotage clandestin de la Russie aux conséquences stratégiques. Le 3e et dernier incident lié à la Russie en Allemagne s'est produit le 26 juin, avec des incendies, lors d'une attaque incendiaire présumée à Erfurt. Là-bas, plusieurs camions militaires Rheinmetall avec équipage ont brûlé, et des chaînes Telegram pro-russes ont salué l'incident et revendiqué la responsabilité. Les rapports ont lié l'attaque à des agents russes, bien que les autorités allemandes n'aient pas confirmé publiquement l'implication de la Russie, et la police a depuis ouvert une enquête pour sabotage. Au cours des 18 derniers mois, depuis 2022, un seul incident suspect avait été signalé dans l'industrie de la défense allemande. Une cyberattaque contre le siège de la division civile et industrielle de Rheinmetall à Düsseldorf en avril 2023. L'attribution a été faite au groupe de rançongiciel Black Bastard.
Et si les autorités allemandes n'ont pas officiellement accusé des hackers russes, des analystes ont noté que l'attaque reprenait des tactiques liées au Kremlin. L'Allemagne a aussi arrêté plusieurs ressortissants russes pour sabotage et espionnage depuis le début de la guerre. Un Russe a été arrêté à Munich en janvier pour un complot visant à saboter la production de chars allemands. Plus de 10 suspects liés à la Russie ont également été arrêtés. Entre 2024 et 2025, ce phénomène s'observe non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe et au sein des pays de l'OTAN. La Russie mène depuis longtemps une campagne de sabotage multiforme, ciblant les lignes d'approvisionnement en armes pour l'Ukraine et perturbant la démocratie. De nombreux responsables européens de la sécurité ont évoqué cette menace, citant des cas où des agents russes payèrent des locaux pour commettre des crimes au nom du Kremlin. Un responsable de l'OTAN a signalé une escalade inédite de la guerre hybride menée par la Russie, visant spécifiquement le sabotage des lignes d'approvisionnement d'armes de l'OTAN pour l'Ukraine. Ils ont déclaré « Cela concerne tout, de la production à la livraison, en passant par le stockage et les décideurs. » C'est audacieux. La Russie tente d'intimider nos alliés, et la Russie n'a pas peur d'utiliser toutes les tactiques possibles pour atteindre ses objectifs. Un incident concerne des agents russes recrutant de jeunes hommes en Pologne via Telegram, leur versant de petites sommes en crypto-monnaie pour diverses tâches. Ces tâches vont de simples tags de graffiti dans les villes polonaises à des crimes plus graves, comme installer des caméras près des bases militaires et des routes d'aide humanitaire, ou incendier des biens ukrainiens. La police polonaise et les forces de sécurité intérieure ont aussi arrêté d'autres personnes agissant pour des responsables russes. L'une d'entre elles aurait même été impliquée dans un complot d'assassinat présumé contre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Cela arrive aussi dans d'autres pays. En France, un Ukrainien pro-russe de 26 ans a été arrêté après l'explosion d'une bombe artisanale près de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Au Royaume-Uni, 5 hommes ont été condamnés pour avoir incendié, sur ordre de la Russie, un entrepôt londonien rempli de fournitures pour l'Ukraine. Une ingérence massive de la Russie a été signalée lors des dernières législatives en Moldavie, plus de 70 personnes ayant été arrêtées après leur envoi en Serbie. Formé par des instructeurs russes à diviser, provoquer le public et résister à l'arrestation. Les personnes impliquées dans le dossier ont touché plusieurs centaines d'euros pour participer et servir de pions pour la Russie, pour encore une fois interférer dans le processus électoral d'un autre pays. Heureusement, ce plan a été découvert et déjoué par les autorités et les services de renseignement. Au sein de l'OTAN, ils ont accru leur coopération pour échanger des informations et contrer rapidement les complots russes. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour battre le Kremlin à son propre jeu, pour éliminer toute trace de perturbation et d'ingérence russe. Mais ils ne peuvent pas tout surveiller. Et il est impossible de savoir combien d'agents russes opèrent actuellement en Europe. Invisibles et silencieux, ils sèment les graines du chaos en ligne d'eux. Les hackers russes et les botnets constituent une menace majeure, capable de propager massivement la désinformation et d'influencer largement les opinions. Tout cela ramène à Martin Jäger, qui reconnaît que les espions russes agissent de façon à compliquer la traçabilité ou l'attribution, et qu'ils font manifestement tout ce qu'ils peuvent pour influencer la politique intérieure allemande et la prise de décision du gouvernement, ainsi que pour influencer et interférer dans d'autres pays à travers l'Europe. En réponse, Jäger soutient qu'il est essentiel pour l'Union européenne et l'alliance de l'OTAN de rester ferme et de riposter. Selon lui, c'est le moment de montrer force et détermination. La retenue et la clémence sont perçues comme une faiblesse par nos adversaires, comme la Russie. Tirons-en les bonnes conclusions et affrontons nos adversaires où c'est nécessaire. Pour cela, nous prendrons des risques plus élevés de façon contrôlée. Le message de Jäger est clair. Un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN peut survenir à tout moment, et il prévient que l'Alliance est déjà sous pression. Cela n'impliquera sans doute pas de bombes, ni de missiles, la Russie privilégiant des méthodes plus sournoises pour ses objectifs. Mais le Kremlin est clairement en train de saper l'OTAN par tous les moyens possibles. En réponse, l'Alliance ne peut pas simplement rester passive et regarder pendant que l'ennemi identifie et exploite ses faiblesses. Elle doit être forte, résiliente et prête à riposter. Découvrez maintenant pourquoi. La Russie redoute la toute dernière évolution de l'armement militaire allemand, un tueur de chars de nouvelle génération capable de transformer les blindés russes en simples confettis. Ou
pour avoir une vue globale sur l'évolution de la guerre et ce que les prochains mois pourraient apporter. Découvrez notre analyse sur la manière dont l'Ukraine a progressivement inversé la bataille et pourrait maintenant viser la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos informatives sur les actualités militaires et les développements depuis les lignes de front en Ukraine et ailleurs en Europe, Asie, Amérique et au-delà.